Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est au niveau des agences de location de personnel, puis essayer de se poser la question, en fait, est-ce que ça devient, en fait, un nouveau modèle productif du travail? Donc, dans un premier temps, bon, c'est pas tout le monde qui connaît vraiment le contexte des agences de location de personnel ici au Québec. Donc, il y a une forte croissance dans les dernières années de l'arrivée, justement, des différents travailleurs d'agences dans différentes entreprises clientes au Québec. C'est quoi le principal problème, en fait, de cette forte croissance-là? C'est vraiment l'arrivée d'un troisième acteur dans la relation entre l'employeur, le travailleur, mais aussi, vous avez l'agence. Ainsi que et l'entreprise cliente. Donc, avant, on avait vraiment une relation bidirectionnelle dans le sens qu'on avait un employeur et un travailleur, mais maintenant, il y a comme un troisième enjeu et ça se fait vraiment plus au niveau de l'agence de placement. Donc, entre l'agence de placement et les travailleurs, il y a vraiment le contrat de travail typique, donc conventionnel. Tandis que si on regarde au niveau des travailleurs versus les entreprises clientes, donc eux qui vont faire affaire justement avec les agences pour avoir les travailleurs. Donc là, on parle plus au niveau de supervision du travail qui vont faire des travailleurs dans leurs entreprises selon les tâches qu'ils vont accomplir. Et finalement, vous voyez, nous avons le contrat commercial qui se fait vraiment entre l'agence et l'entreprise cliente. Donc, ce que ça fait, en fait, en termes de santé au travail, donc, vous voyez, c'est pas l'employeur réel qui va superviser le travail. Donc, il n'y a pas de connaissance nécessairement des enjeux ou encore des risques auxquels ces travailleurs, en fait, vont être exposés dans les différentes entreprises clientes où les travailleurs vont justement être affectés. Donc, maintenant, bon, ça explique un peu rapidement, là, en fait, le contexte des agences là, au Québec. Mais après, on se demande souvent, mais c'est quoi le profil des agences au Québec? Donc, qui sont et sont où? Donc, la Commission des normes du travail a effectué une récente étude, donc, ça l'a permis, en fait, d'avoir un portrait à la fois des agences au Québec, mais aussi des travailleurs d'agences. Donc, dans un premier temps, on remarque en fait qu'il y a une forte proportion des entreprises qui, en fait, des agences de location de personnel qui se retrouvent à Montréal. Donc, ce sont davantage des agences à établissement unique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est si on prend l'exemple, par exemple, d'Adéco, c'est une grande agence qui a plusieurs sites dans plusieurs municipalités, tandis qu'on parle de unique, ça peut être, par exemple, je fais toujours à la blague la Jessica Dubé Inc. Donc, moi, je me suis créé une propre agence et que j'ai mes propres travailleurs que par la suite, j'affecte dans différentes entreprises clientes. Donc, ça cause plusieurs problèmes parce qu'après, par la suite, en termes de gestion ou en termes de suivi, ça devient problématique en termes d'ambiguïté aussi des rôles et responsabilités face entre les trois acteurs que j'ai nommés avant. Mais aussi, il est important de mentionner qu'au Québec, la location de personnel n'est nullement réglementée. Donc, n'importe qui peut s'ouvrir une agence. Donc, c'est ça aussi qui pourrait expliquer la forte proportion au niveau des agences à établissement unique au Québec, dont la majorité, en fait, à Montréal. Donc, la deuxième question que les gens me posent souvent, c'est qui sont aussi ces travailleurs-là? Donc, on se demande toujours quel est leur profil. Donc, dans un premier temps, c'est davantage des hommes, donc à 60 qui ont une moyenne d'âge de 40 ans. Donc, souvent, on disait, bien, peut-être que c'est davantage les jeunes qui sont en insertion d'emploi ou encore qui veulent chercher de l'expérience, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y en a, mais la moyenne d'âge est quand même près de 40 ans. Donc, pour la plupart, bon, détiennent un certificat, une scolarité, en fait, au niveau secondaire et au niveau postsecondaire. Ce qui est important de mentionner ici, c'est que souvent, les travailleurs d'agence, on va voir, donc, sont beaucoup des immigrants, donc des gens qui sont issus de l'immigration, mais aussi qui ne vont pas nécessairement occuper un emploi dans leur domaine d'expertise dans lequel ils avaient étudié, soit dans leur pays ou encore ici au Québec. Donc, ils proviennent davantage des pays d'Amérique et d'Afrique. En fait, ça démontre un peu la dernière vague d'immigration qu'il y a ici au Québec. Et pour la plupart, ont un statut résident permanent et ils se retrouvent davantage dans les secteurs de l'entreposage, de soins de santé et services sociaux et secteur de la fabrication. Et quand on parle secteur de la fabrication, c'est tout, dans le fond, toute manufacture ou usine de production de biens confondus. Donc, ce sont vraiment, je pourrais dire, le portrait que la Commission des normes du travail a fait des travailleurs d'agence. Donc,
Maintenant, pour venir à la question justement de performance, donc qu'est-ce qui explique justement cette forte croissance-là des travailleurs d'agence dans les entreprises clientes? Donc, tout part en fait de la demande de flexibilité de la part des entreprises au Québec. Donc, les employeurs vont embaucher davantage ces travailleurs dans le but, en fait, d'atteindre, on a nommé, en fait, 4 niveaux de flexibilité, donc au niveau de la flexibilité numérique. Donc, c'est vraiment dans le but de diminuer leurs employés permanents pour faire la place, en fait, à des employés qui vont être temps partiel ou encore, à contrat ou peu importe. Au niveau de la flexibilité d'horaire aussi, donc on le voit de plus en plus les entreprises, si on regarde dans le secteur de la fabrication, justement, c'est davantage des entreprises qui vont être productives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dont ils ont besoin de main-d'œuvre pour réussir à atteindre leurs objectifs de performance. Donc, on va aménager davantage le temps de travail, donc soit souvent, en fait, en alignant avec les fluctuations, en fait, qui vont être faites au niveau de la production dans les entreprises. Et ça peut les amener à travailler de soir, de week-end, donc de nuit aussi, ces travailleurs-là. Au niveau de la flexibilité de la rémunération, donc il va y avoir différents modes de rémunération. Et souvent, on a remarqué que les travailleurs d'agence n'ont pas, en fait, la même rémunération qu'un travailleur permanent dans la même entreprise, même s'il occupe le même poste. Donc, il y a une variante. On va rechercher, en fait, cette flexibilité-là, donc au niveau soit à la pièce, à la tâche ou à l'heure ou encore au volume. Et finalement, au niveau de la flexibilité de polyvalence. Donc, le but, en fait, c'est d'aller chercher des gens qui vont être en mesure d'effectuer plusieurs tâches. Souvent, ce sont des tâches simples qui demandent peu de supervision. Donc, à ce niveau-là, les entreprises, en fait, recherchent, je vous dirais, ces 4 niveaux de flexibilité-là. Donc, par la suite, en fait, pour démontrer, en fait, cette flexibilité-là dans des exemples plus concrets, j'ai choisi, en fait, 2 cas précis. Ce qui est important de noter, en fait, de souligner, c'est qu'il y a, en fait, ces 2 cas-là proviennent de 2 études différentes pour lesquelles que l'objectif de recherche n'était pas les travailleurs d'agence ou encore les agences de placement. Donc, ce sont les entreprises, en fait, les gestionnaires qui nous ont parlé de cette situation-là qui était de plus en plus présente dans leurs entreprises. Donc, si on regarde le premier cas, qui est le cas Poule-Poule, bon, par souci de confidentialité, on doit modifier les noms. Donc, c'est une entreprise, en fait, d'abattage de poulet halal. Elle contient 128 employés, dont 30 travailleurs d'agence qui sont tous issus de l'immigration. Et ce qui est important à noter ici, c'est qu'ils faisaient vraiment 200 km de transport par jour. Donc, 100 km pour y aller et 100 km pour revenir. Et pourquoi, en fait, qu'il y avait cette demande-là, que ces travailleurs-là se déplaçaient, c'est qu'il y avait une forte croissance de la demande du produit, justement, de passer au niveau du procédé d'abattage de poulet conventionnel à l'abattage halal. Et en termes de tâches, c'était davantage des... Bon, on le sait, l'abattage de poulet, je veux dire, c'est pas... Je vous apprends rien ici, là. En fait, c'est des tâches répétitives et les risques, c'est vraiment au niveau des troubles musculo-squelettiques, donc au niveau des risques ergonomiques. Donc, pourquoi, quand on parlait de flexibilité tantôt, au niveau des différentes flexibilités, ça démontre en fait que cette entreprise-là avait besoin en termes de flexibilité de numérique, mais aussi au niveau d'horaire, le fait qu'elle modifie qu'elle modifie ses horaires puis qu'elle a besoin davantage de main-d'œuvre et elle les fait faire autant de transports par jour, mais aussi en termes de polyvalence, dans le sens qu'elle a besoin des gens qui vont être capables d'exécuter des tâches qui sont quand même répétitives et simples. Donc, si on passe à l'autre cas qui s'appelle Moule à pain. En fait, c'est une entreprise en transformation alimentaire, donc qui compose en fait 20 employés, dont 6 travailleurs d'agence. Donc ici, on voit que c'est vraiment d'origine mexicaine. C'était aussi pour un besoin ponctuel de main-d'œuvre. Les principales tâches, c'était des tâches de nettoyage, donc davantage la manipulation de différents risques, de différentes matières dangereuses, pardon, donc qui amenait à une exposition aux risques chimiques dans cette entreprise-là. Et je me permets de faire juste une petite parenthèse. Souvent, justement, ces travailleurs-là qui vont exécuter ce genre de tâches, donc, par exemple, la manipulation des produits chimiques, ont peu de formation en lien, si on parle, par exemple, du CIMDUT ou autre, pour, justement, les amener à contrôler ces différents risques-là à l'interne. Donc, même chose en termes de flexibilité de polyvalence, mais aussi numérique pour atteindre les objectifs ou la performance de l'entreprise. Donc, on a fait appel, en fait, à ces travailleurs-là dans l'entreprise. Donc,
Suite à ça, en fait, pour faire rapide comme constat de ces deux cas-là, c'est bon, on voit que les entreprises sont vraiment en quête d'une flexibilité, donc autant en termes numériques, d'horaire, de rémunération et de polyvalence. Souvent, ce qu'on remarque, c'est à la place de réviser justement leur processus de recrutement ou encore de rendre les emplois un petit peu plus attrayants pour les travailleurs, bien, les employeurs préfèrent en fait faire appel à une agence de placement pour avoir le nombre de travailleurs qu'ils ont besoin pour justement en termes de production, mais aussi de performance organisationnelle. Mais on constate quand même qu'il y a un paradoxe entre ça, dans le sens entre les impératifs de flexibilité des employeurs qui demandent, mais aussi les soucis de la performance. Parce que si vous avez des travailleurs qui ne sont pas des travailleurs permanents, qui n'ont pas nécessairement la formation adéquate, on peut se poser la question, on peut se questionner justement sur la réelle performance qu'il a dans les entreprises. Et aussi, un autre impact important, c'est au niveau des collectifs de travail. On va remarquer que de plus en plus, on va voir un collectif qui est quand même assez éclaté, qui a différents liens d'emploi. Donc, si on prend, par exemple, les travailleurs permanents, après, si vous avez les travailleurs à temps partiel, par exemple, de l'entreprise, après, si vous avez les travailleurs d'agence, et ensuite, les travailleurs étrangers temporaires, ça fait quand même différents liens d'emploi ou encore un collectif de travail qui est assez éclaté et qui pourrait avoir des conséquences sur la qualité, la production ou autre. Donc, rapidement, juste pour terminer, en fait, c'est qu'on a développé un modèle qu'on a nommé, en fait, cumul des précarités. On s'est rendu compte que quand on remarque, on commence à étudier, en fait, les tâches ou aussi au niveau de l'exposition de ces risques-là, puis le contexte dans lequel ces travailleurs-là travaillent, surtout davantage au niveau des travailleurs immigrants, on a pu noter, en fait, 4 types de précarité. Donc, la première qui est une précarité du lien d'emploi avec l'employeur. Donc, on voit la différence entre temporaire et contractuel. Au niveau de la précarité aussi professionnelle, donc souvent, ces travailleurs-là n'ont pas nécessairement une reconnaissance du diplôme. Donc, ils vont aller dans les agences et ça devient comme une stratégie d'insertion à l'emploi. Et ils vont, comme je disais au départ, ne vont pas travailler dans leur domaine d'expertise. Le troisième, c'est au niveau de la précarité économique. Donc, ils vont cumuler plusieurs heures de travail, mais qui ne vont pas nécessairement être toujours bien rémunérés. Donc, ils vont avoir d'autres... Puis aussi, c'est qu'ils ont certaines obligations financières, donc ça les a obligés à se tourner justement vers les agences de placement. Et le dernier, qui est au niveau de la précarité du statut d'immigration, donc travailleurs étrangers temporaires ou autres. Ce qui est important à identifier ici, c'est qu'on voit que les bulles s'entrecroisent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que le fait que ces 4 niveaux-là, à la fois, s'entrecroisent, ça devient un obstacle, en fait, pour les travailleurs à la défense de leurs droits individuels en matière de santé et sécurité au travail. Donc, voilà, ce schéma-là représente, en fait, ou cette situation-là, de manière générale, dans les différentes entreprises du Québec, en fait, démontre, en fait, l'intensification du travail. Donc, on veut toujours avoir plus de performance, donc, mais avec moins de ressources. Donc, il y a une surexposition aussi au niveau des risques professionnels des travailleurs d'agence, là, justement, en affectant, donc, en étant affectés dans différentes entreprises clientes. C'est aussi au niveau de la flexibilisation du temps de travail, allongement des temps de travail, absence de réel lien d'emploi, parce qu'on pourrait se demander justement ce lien-là, est-ce qu'il vraiment vient à la protection des travailleurs, et aussi la présence de collectifs de travail éclatés. Donc, en terminant, je vous pose la question, suite à toutes les présentations, en fait, les 2 autres présentations, on pourrait se poser, est-ce que ce contexte de travail favorise vraiment la performance organisationnelle des entreprises? Donc, je vous laisse entre les mains cette petite question. Voilà, merci.